Le but de cette présentation, c'est de parcourir un peu les différentes solutions qui existent pour le calcul d'image, l'achat, la location, le rendu en ligne sur des fermes classiques comme Ranch, ou le rendu sur des fermes comme Google ou Amazon, et les fermes en interne. Il n'y a pas... On ne peut pas vous dire c'est la meilleure solution, c'est ça. Il n'y a pas de meilleure solution. Ça dépend vraiment de votre infrastructure, de vos locaux, de la capacité que vous avez en interne à avoir un service technique et un service informatique capable de gérer des machines ou non. Et ça dépend également des projets que vous gérez et surtout de la deadline que vous avez pour rendre vos images. Le rendu, c'est souvent... la partie la plus stressante peut-être, parce qu'on est là, on attend, ça vient en fin de mois, de semaines ou de mois de travail, on a la pression soit du client, soit de la prod, soit de ceux qui sont derrière nous pour le compo, qui attendent leurs images pour embrayer leur boulot. Donc c'est une partie un peu difficile. On va voir comment essayer d'atténuer ce stress avec des solutions qui vont nous permettre de rendre plus vite et plus sereinement nos images. Je vais passer la parole à Nicolas, donc du studio Kipik, qui va nous faire part de son expérience. Alors déjà, chez Kipik, si tu peux nous présenter ton studio, vous êtes combien et combien d'années d'existence? Alors, bonjour à tous. Peut-être que vous l'avez remarqué quand vous avez vu la bande démo du studio, c'est que déjà nous au studio Kipik, on n'est pas du tout des grands spécialistes de la 3D comme beaucoup de gens qui sont passés ici ou qui travaillent ici dans la post-production. On est avant tout un studio d'animation généraliste, et en fait la 3D est venue petit à petit dans notre création se mêler à d'autres techniques qu'on maîtrisait plus au début, comme l'animation traditionnelle. Donc nous, on est une toute petite équipe, on est 3 en permanence au studio, on peut monter à 5-6 dans les grands moments de folie, mais on est vraiment un tout petit studio. Et du coup, l'arrivée de la 3D est arrivée avec tout un tas de problèmes techniques, comme vous connaissez à mon avis assez bien. Et est arrivée bien sûr toute la problématique de la logistique, des licences, des deadlines et tout ça. Et donc au début, la 3D, on n'a pas trop osé, parce qu'on s'est dit qu'on allait rentrer dans quelque chose qui était un peu trop gros pour nous. On n'avait pas de superviseur technique, on n'a pas de directeur, on n'a rien de tout ça, on est 3, et comment est-ce qu'on fait de la 3D? Et donc on a mis ça de côté pendant très longtemps, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas le faire à 3, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la connaissance technique. Et petit à petit, en fait, en étudiant les solutions, on s'est dit que il y avait moyen de commencer avec un petit peu de 3D, et puis de petit à petit essayer de faire grandir cette discipline au sein du studio. On a commencé avec nos 3 machines en réseau local, comme tout le monde, à rendre nos images, et on s'est vite rendu compte que quand il commençait à y avoir des 170 heures, des 1780 millions d'heures pour rendre quelques 700 frames, que ça n'allait pas marcher. Donc on est passé à une deuxième solution qui était à l'époque la plus logique pour nous, c'était de prendre plus d'ordinateurs et de les mettre dans le salon, et puis d'appuyer sur rendu. Et chaque machine qui était là pour, en plus, diviser un petit peu plus la durée totale du temps de rendu, mais ça restait quand même encore très compliqué de rendre le calcul 3D dans les temps, et puis de trouver ça logique par rapport à nos productions. C'est-à-dire que nous, on a des productions qui durent 1 mois, 2 mois maximum. Et si vous faites une production d'1 mois et que vous mettez 1 mois à la calculer, vous vous dites que ça sert à rien de faire ce projet, parce que c'est pas logique. Et petit à petit, on a commencé à étudier d'autres solutions. Ça a commencé avec du coup la location de lames de calcul qui étaient vraiment dédiées à ça, mais en physique chez nous. Et on a abordé du coup la problématique des licences. Il fallait avoir des
spécifiques, il fallait avoir de la puissance, il fallait avoir de l'air pour refroidir les lames de calcul. On a remarqué que ça faisait un bruit démentiel. On ne travaille pas non plus dans des locaux professionnels où il n'y a que des bureaux. On travaille, nous, dans un petit local qui est entouré d'habitations et d'appartements. Et on s'est vite rendu compte que la solution classique de louer des lames de calcul n'allait pas fonctionner non plus en termes de logistique et en termes de coûts. Et il y a 2 ou 3 ans, on a commencé à entrevoir la solution du rendu en réseau. Oui, alors pour l'instant, je te laisse avec ta location et la chaleur et le bruit. C'est vrai que quand j'ai l'occasion de tourner dans les studios et les jeunes studios, quand ils se montent, souvent le prix de l'espace étant ce qu'il est, ils ne se projettent pas toujours vers une salle où on peut accueillir des machines et où on peut refroidir et penser à la puissance électrique qu'il faut, l'insonorisation qu'il faut. Donc c'est quelque chose, rassure-toi, c'est quelque chose qui est assez courant dans le milieu, surtout dans les premiers locaux qu'on a. Peut-être un jour, si vous changez de locaux, vous penserez avoir quelques lames, ou alors on aura changé d'époque et on n'aura plus besoin d'avoir de lames chez soi. Le refroidissement, c'est quelque chose d'important. Les data centers recommandent des températures entre -1 et 5 degrés. Donc ça veut dire que tout ça, il faut de la puissance électrique. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours quand on se lance. Et après, c'est parfois difficile de demander de rajouter de la puissance, surtout dans des locaux qui sont prévus à la base pour de l'habitation classique. L'espace, tu l'as dit, donc j'avais noté des choses. Pour 2B, pour héberger 2B de 12U, donc 12U c'est la hauteur des baies, il faut compter un demi-mètre carré. Donc ça va vite, ça prend vite de l'espace, sans compter derrière tous les câblages. Enfin, il faut de l'espace quand on veut héberger des machines chez soi. L'insonorisation, là pareil, j'avais récupéré des infos sur le site Tom Hardware. Si vous faites du rendu GPU, vous mettez 2 cartes 1070, donc commence à être de bonnes cartes, mais c'est pas encore des cartes pro, on va dire. Ça correspond au bruit d'une conversation. Donc si vous êtes graphiste et que chacun met 2 fois ces cartes-là, le studio, il y a vite du bruit. Je pense que vous avez tous fait l'expérience dans les studios, quand il y a une coupure de courant, on est un peu surpris par le calme qui réside soudain, et quand on redémarre, on dit « Ah oui, on est mieux comme ça ». Non, c'est pas vrai, mais c'est ce qui se passe. L'électricité, donc le coût de l'électricité, et après, évidemment, quand on héberge des machines, un des problèmes, c'est la maintenance. Donc, installation des mises à jour, installation des plugins, et surveiller que tout ça roule correctement quand on va lancer les rendus. Donc, il y a tout ça qui se rajoute, quand on n'a pas un poste dédié, il y a tout ça qui se rajoute au boulot qu'on fait déjà de 3Diste classique, et ça peut devenir très vite lourd à gérer. D'autres personnes ont fait le choix d'avoir des fermes de rendu à la maison, comme chez Fix Studio. Alors peut-être, Marc, tu peux nous dire combien vous avez de machines ? Tu sais plus ? Tiens. Voilà, c'est à peu près ça. On en a 120, 150 quasiment. 160 ? 160. Donc ça commence à brasser. Ça va très vite. C'est assez horrible. On commence par une petite vingtaine et puis blablabla. Le placard a été rempli en un temps record et on se retrouve avec une puissance de clim qui est hallucinante. Si vous rentrez coiffé, vous sortez forcément décoiffé. Les voisins doivent nous détester cordialement parce qu'on va faire un raffut pas possible quasiment dans tout le quartier, et en puissance électrique, et on est venu quasiment au taquet. Donc j'ai du mal à imaginer un studio 3D sans une render farm interne à minima, parce qu'on a besoin de tester, on a besoin d'essayer, on a besoin de regarder beaucoup de choses. Mais je pense qu'à l'avenir, elle sera de plus en plus réduite.
parce que vraiment, c'est à maintenir et entretenir, c'est un sacré boulot. Et surtout, les images sont de plus en plus complexes et la demande est de plus en plus forte. Ça va très vite, on a beaucoup de mal à imaginer l'évolution qu'on va avoir. Maintenir une render farm en l'état et qu'elle corresponde toujours aux besoins était un peu une gageure parce que CPU, GPU, quel va être l'avenir, combien de RAM on va avoir besoin, quelle va être l'évolution des images, c'est assez difficile de définir tout ça. Et Benoît pourra mieux en parler. Oui, je vais passer la parole à Benoît. Benoît, chez vous, quand tu tournes à plein régime, il y a combien de graphistes? En fait, le studio, c'est un studio qui est assez hybride parce qu'on est capable de faire, je ne sais pas si vous avez vu sur la bande démo, on est capable de faire beaucoup de sortes de travail. Ce travail, on est à la fois en publicité, à la fois en long métrage, à la fois dans ce qu'on appelle des projets spéciaux qui peuvent être, on a fait des vidéos mapping, on a fait un vidéo mapping par exemple pour Adidas sur lequel on avait projeté, on avait 19 projecteurs HD qui projetaient sur le bâtiment qui s'appelle le Pharo à Marseille. Et donc à chaque fois, c'est un défi technique de savoir quel type de rendu va pouvoir être utilisé pour pouvoir rentrer dans le pipeline et dans les demandes d'un client. Et donc pour là, c'était une image qui faisait 20 000 pixels par 4000. Elle était en demi-res par rapport à ce qui était projeté, puisque c'était 19 projets HD. Et donc là, il faut qu'on trouve des solutions à la fois intelligentes et à la fois de faire grossir la farm et du coup avoir quelque chose de flexible dans la farm. Donc c'est pour ça qu'on a quand même acheté une farm physique. Mais en fait, comme le studio passe de 3 à 70, on va dire, graphistes, et bien évidemment, la demande en calcul n'est pas la même quand on est en période de creux et quand on est en période de pleine activité. Après, nous avons commencé à acheter des machines quand je suis arrivé au studio il y a 9 ans. Donc en fait, on a des machines qui ont des générations qui aussi ont 9 ans de décalage. Donc on a des générations où on avait quand même été un peu costaud, on avait pris des machines qui avaient quand même 16 GB de RAM pour l'époque. Et aujourd'hui, les plus rapides ont les plus grosses ont 64 GB et on a toute une partie qui a 32. Et ces vieilles machines ne peuvent plus, on ne peut plus rajouter de la RAM dans ces machines, on ne peut plus les faire évoluer. Et donc il y a un moment où, c'est pas l'obsolescence programmée, mais on se demande si l'allumer vaut le coup. Donc ces machines souvent sont transformées pour faire d'autres outils qui sont aussi utilisés pour le studio, mais qui ne sont pas forcément des outils de calcul pur, parce que la 3D, elle demande des simulations, des gestions de géométrie cache, des gestions de créer des QuickTime, des gestions de livrer des images. On fait aussi, on linéarise les images, par exemple quand on fait un long métrage, on linéarise nos images pour le compositing, et on réapplique des luttes qui sont différentes pour renvoyer au montage pour que ça soit la bonne lutte. Mais on renvoie au TC une image qui est une image flat pour qu'elle ait toute la puissance d'étalonner. Donc tout ça en fait c'est des choses qui sont traitées par la farm. Et ces vieilles machines du coup sont transformées dans le temps, donc elles ne sont pas obsolètes. Et vous êtes sous Linux, c'est ça? Et nous sommes sous Linux. En fait, le studio a été... j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir à 20 ans, enfin à 19 ans, faire partie d'une société française qui s'appelait Ex Machina, qui est pour moi une des plus belles sociétés d'effets spéciaux. Et du coup, j'ai eu la chance de voir comment c'était fait. Le nodal et la render farm étaient... donc c'était des silicone graphiques, c'était des vraies très très belles machines. Et il y avait un baromètre, une hydrométrie, une clim qui était vraiment très basse. Mais donc du coup, ça veut dire que en plus de Marc, sans doute, il y a des personnes qui doivent faire que tout ça fonctionne, parce que Linux, c'est peut-être pas l'environnement classique pour des graphistes. C'est pas un environnement classique pour des graphistes, mais ça
permet plus facilement de déployer des images et des logiciels. Parce qu'en fait, on a utilisé, pour tout vous dire, on a utilisé tous les systèmes, donc de la farm physique, de la farm louée et de la farm online. Mais la farm online, en fait, peu, parce que justement, nos environnements ne sont pas forcément sur une solution comme Ranch de base, on va dire. Je pense que ces solutions-là sont très très performantes quand on est un petit studio, mais à partir du moment où on a trop d'outils maison, la portabilité est plus difficile. Est plus difficile. Je pense que le studio de mon voisin, par exemple, ou le studio Bobo, ont beaucoup d'intérêt à utiliser ces solutions-là. Nous, par exemple, juste un petit détail, nos logiciels ne sont pas installés sur nos machines, mais sont sur le réseau. C'est une technique, c'est deux choix techniques. C'est une technique qui est pas mal, qui est très bien parce que du coup, c'est toujours le même. Donc on a des systèmes pour setter les environnements, etc., suivant un projet. Et tout ça, c'est difficile de porter sur une farm online sans avoir trop de pertes. Du coup, on a aussi essayé le système de... Plus tard. Ne dévoile pas tout d'un coup. On peut aussi, donc, dans le cloud, utiliser des machines virtuelles. On a remarqué qu'avec la virtualisation, on perdait un peu en puissance. Et là, si vous suivez l'actualité informatique, vous avez vu qu'il y a des failles dans les processeurs Intel qui ont dû être comblées. Donc, Spectre, et puis la deuxième, j'ai oublié le nom, Meltdown. Et ces failles, quand elles sont comblées, font perdre beaucoup aux machines virtuelles. Donc si vous utilisez des machines virtuelles et que vous comblez ces failles, surveillez la perte de puissance. Justement, je te redonne la parole. Tu as essayé aussi, vous avez essayé donc le Google Cloud qu'on a vu. Et donc ça ne convenait pas à votre studio. Oui, ça ne convenait pas totalement à notre studio. Il y avait des choses intéressantes. La première, c'est qu'on utilise... en fait, la première problématique, du coup, c'était de pouvoir installer notre environnement, nos environnements, nos machines, nos plugins, notre pipeline sur le cloud. Du coup, dans les deux méthodes, on a utilisé celle qui prend le serveur avéré, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les données sont, les données physiques, il n'y a pas que le calcul, il y a aussi où sont les scènes, où sont nos images, quels sont les logiciels qui sont utilisés, etc. Ça, on arrive à le mettre dans le cloud, mais du coup, nous, on utilise un moteur de rendu particulier où on a un nombre de licences qui est assez grand, et on s'est dit qu'en utilisant cette solution, on commençait à être embêté parce qu'on ne devait plus avoir notre Ghost. En fait, on clone toutes les machines pour qu'elles soient identiques, et les logiciels sont sur le réseau. Donc ça, c'était déjà difficile de mettre une machine identique dans Google Cloud qui appellerait des logiciels qui sont sur notre réseau. Du coup, ça veut dire que c'est potentiellement une différence entre les deux machines, parce qu'il faudrait une licence Maya, etc. Donc on a utilisé Google Cloud en utilisant un système qui était propre à notre moteur de rendu, qui permet d'avoir... On fait un premier calcul dans notre machine, et c'est comme si la scène était béquée et qu'elle était envoyée et compactée dans Google Cloud. Une fois calculée, elle revenait chez nous. Ce setup-là, donc, on a dû faire une image spécifique, déployer l'image spécifique pour pouvoir déclencher
à cause de ces problématiques, en gros, pour pouvoir déclencher autant de machines, on est obligé de déclencher le serveur avéré, puis de déclencher nos images dans le serveur avéré. En gros, au système, on a entre 24 et 48 heures avant de pouvoir monter un cloud personnel qui nous convienne. Donc ça, c'était une des problématiques. On l'utilise jusqu'à présent. On l'a utilisé lors de coups de bourre, évidemment, parce que ça permet quand même, à la différence de louer des machines, d'avoir un peu moins de mal au dos pour transporter les machines, demander à Marc si on ne va pas faire sauter les disjoncteurs, etc. Mais après, il y a aussi le temps de rapatrier les données, qui est aussi un temps qui est long, et si jamais ça n'a pas très bien marché, t'as perdu tout ton temps. Tandis que quand c'est à la maison, parce qu'en fait, notre système de rendu permet, c'est un pass tracer qui complète les images petit à petit, et du coup on envoie la scène plus la méthode pour compléter les images, mais on check, même si l'image n'est pas finie, on la voit déjà. Donc sur le serveur, on a déjà la visualisation de nos images, même si elles ne sont pas totalement propres et dénoisées par le pass tracer. Et donc ça, on n'a pas accès quand on l'envoie dans Google Cloud, et si elle revient et qu'il y a des problèmes, on n'a pas pu anticiper ce temps-là. Le temps pour qu'elle revienne est aussi un temps assez long, hein, parce qu'on envoie beaucoup d'images, évidemment, et que notre connexion Internet est limitée. Voilà. Ok, donc chez vous, c'était pas la votre solution. On a vu que chez Gobo, c'était quelque chose qui les satisfaisait, hein. Donc c'est ce que je vous disais au début. Suivant les studios, plusieurs solutions. Je reviens vers toi, Nicolas. Tu peux couper ta machine et il va faire meilleur et t'as plus de son, t'as plus de bruit. Oui. Je crois vraiment que c'est par rapport à l'échelle du studio. Oui, je crois que c'est l'échelle. Que l'échelle ? Oui. Ok. Et donc toi, la solution que tu as trouvée par rapport à l'échelle de ton studio pour être un peu moins stressé pour les rendus. Non, c'est surtout qu'il faut bien comprendre que moi, toute cette réflexion que certains ont, et même le vocabulaire employé et tout ça, c'est des choses qui ne sont... Tu ne comprends pas. Mais non, mais c'est drôle parce que quelque part, on fait le même métier à la fin, c'est-à-dire on rend un film, c'est juste une suite d'images, mais on n'a pas forcément les mêmes façons de l'aborder, on n'a pas forcément les mêmes problématiques, on n'a pas forcément les mêmes volumes de travail à faire. Et du coup, je pense qu'on cherche tous à trouver chaussures à notre pied. Après, il y a plusieurs chaussures et on essaye un peu tout. Mais une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous correspond et surtout qui nous... on parlait des contraintes, on a beaucoup parlé des contraintes techniques, des contraintes économiques, des contraintes... Mais moi, la première contrainte que j'ai cherché à régler en réglant le problème du rendu, c'est surtout celle du stress humain et de la pression que ça influait sur ce qu'on crée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on était en train de décider ce qu'on allait créer en fonction de ce qu'on pouvait rendre. Et là, on s'est dit, c'est la mauvaise logique, c'est pas comme ça qu'on réagit quand on fait un film. On essaye d'abord de savoir ce qu'on veut créer, et après on essaye de voir comment est-ce qu'on peut le rendre. Et c'est pour ça qu'on a longtemps cherché des petites solutions diverses et variées. Et au bout d'un moment, on est arrivé à une solution où on avait la flexibilité, on avait aussi, ça correspondait aussi à nos moyens techniques et surtout à notre connaissance technique aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement eu à se former dans des choses très très spécifiques. On a juste trouvé une solution qui nous a permis d'avoir ponctuellement la puissance dont on avait besoin, et de récupérer de la même façon qu'on récupérait les images sur nos ordinateurs en local, on les a récupérées avec des ordinateurs qui les calculaient pour nous en ligne. Mais j'ai pas eu à apprendre, quoi. C'est quoi ? Non, mais c'est quoi la solution ? Non, mais dans le rendu en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on appuie sur le même bouton que si on le rend sur notre machine. Enfin, pour nous, il y a la contrainte du délai d'envoi et la contrainte du délai de récupération qui est non négligeable dans un projet. Mais en soi, l'avantage
du rendu en ligne pour nous était de ne pas avoir à apprendre un savoir spécifique. C'est-à-dire qu'on appuyait sur un bouton pour rendre et on le récupérait en image de la même façon que ce qu'on rendait chez nous en local. C'est-à-dire que ça ressemblait exactement à la façon qu'on avait de travailler. On n'a pas spécialement eu à déployer un savoir technique spécifique. Oui, donc là, Nicolas sous-traite ces images en ligne. Et c'est vrai que suivant les connexions qu'on a, le temps d'attente, c'est le temps d'upload. C'est plus le temps de calcul, c'est le temps d'upload. Mais bon, c'est un peu moins stressant. Donc c'est peut-être, Fabienne, tu peux nous parler du fonctionnement du rendu en ligne, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ici de clients du range qui ont des vies un petit peu différentes. C'est vrai que si on intervient aujourd'hui, donc Range Computing, c'est un expert du rendu depuis 2006 en France, mais qui opère évidemment partout dans le monde. Et je ne dis pas une ferme de rendu parce qu'on n'est pas que ça. On fait également donc de la location ou de la vente de matériel, et c'est dans ce cadre qu'on travaille avec Fix. Et on fait également du rendu en ligne, et c'est dans ce cadre qu'on travaille avec Studio Kipik. Donc c'est vrai qu'après sur la partie rendu en ligne, le download, ça peut être des choses un petit peu compliquées. Nous, alors voilà, on va dire qu'on fait du cloud rendering parce qu'on est sur une solution complètement dématérialisée, mais il y a un moment où les serveurs sont non pas dans les nuages, ils ne sont pas dans le cloud physique, ils sont quelque part, ils sont à Paris. Donc, en termes de solutions qu'on a pu proposer et mettre en place là-dessus, il y en a déjà une très simple, c'est que sur tous les studios qui sont à Paris ou en région parisienne, il n'est pas rare du tout qu'on vienne en fait directement nous apporter un disque dur avec les images, et comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et puis après, il y a d'autres solutions qu'on peut commencer à mettre en place, comme par exemple des connexions directes en fibre noire sur lesquelles on reviendra certainement et avec lesquelles on peut parler après la conférence avec ceux que ça intéressera, parce que pour l'instant, on est vraiment sur des solutions sur mesure. Il n'y a rien de packagé, c'est vraiment en fonction des besoins du client. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de rendu, alors on parle beaucoup d'informatique, je pense que c'est normal, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de 3D finalement, et de ce que ça implique dans la création, dans le travail des artistes. Et je pense que l'intérêt aussi sans doute d'une solution comme la nôtre, mais tout le monde n'en a peut-être pas besoin, mais en tout cas on la propose, c'est qu'on a des développeurs qui sont réellement des experts de la 3D. Ça veut dire qu'avoir un problème de rendu, c'est pas forcément avoir un problème de serveur qui va pas fonctionner comme il faut. Voilà. Ça peut aussi être un problème sur la conception de sa scène, parce qu'à un moment, on a oublié des choses, on a mal rassemblé les éléments, on n'a pas fait comme il fallait, soit parce qu'on ne savait pas, soit parce qu'on a oublié. Et je pense qu'on doit être un des seuls opérateurs au monde à proposer ce type de service. C'est qu'aujourd'hui, nos développeurs développent maison et proposent des outils qui permettent de préparer la scène avant envoi sur la ferme. C'est-à-dire qu'a priori, une fois que la scène est sur la ferme, elle est prête à être rendue. Et si ça ne se passe pas comme on veut, et si on a des soucis, on a un support technique qui est là et qui va plus loin que simplement le rendu, mais qui intervient carrément sur du debug de scène et qui vous aide à bien préparer la scène. Et le but, c'est quoi? C'est qu'une scène qui est bien préparée, c'est une scène qui est mieux rendue, et une scène qui est mieux rendue, c'est une scène qui coûte moins cher. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu ça aussi, c'est non seulement d'apporter l'expertise sur quel surplus de puissance j'ai besoin, sur combien de temps et à quel moment, mais aussi dans quelle mesure je peux être accompagné sur la préparation de la scène en elle-même. Ok, merci Fabienne. Puisqu'on parle de ferme, j'aimerais aussi parler de projets, des fermes collaboratives. Alors peut-être vous connaissez la première qui s'appelle SheepIt, donc Sheep comme le mouton, SHEEP.IT. C'est une ferme collaborative des utilisateurs Blender. Donc on lance un petit exé et ça rend sur votre machine les frames qui ont été téléchargés depuis un serveur central. Donc c'est pas une ferme professionnelle, mais peut-être qu'il y a des étudiants parmi nous aujourd'hui qui travaillent sur Blender. Ça permet de déposer, de calculer vos images. Il n'y a pas de confidentialité, on voit l'image s'affiche. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas professionnel, mais c'est collaboratif. C'est une initiative assez sympathique. Dans le même ordre d'idée, il y a Otoy. Donc Otoy, c'est le développeur d'Octane Render qui va lancer bientôt aussi une render farm collaborative. Ils ont vendu des render tokens.
Et le transfert la manière de calculer, de transférer les données, c'est basé sur la blockchain. Donc ce qui est utilisé pour le Bitcoin, ils vont l'utiliser pour leur ferme collaborative. Alors pour l'instant, c'est pas encore sorti. Il y a des ventes de render tokens qui ont été faites, mais pour moi ça reste un peu flou vraiment où ils veulent aller avec ce projet. Mais c'est un projet, donc une ferme collaborative où tout le monde pourra participer. On va revenir chez Fix, et peut-être Marc. Justement, Fabienne a évoqué la fibre noire, donc c'est une des dernières évolutions techniques possibles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, en quoi ça consiste, la fibre noire? Benoît a à peu près résumé la situation, c'est-à-dire qu'on a été tellement hypé dans le studio que d'aller sur le Google Cloud était un peu complexe. On avait réussi à trouver des solutions, mais il nous fallait 24-48 heures, et la montée-descente était compliquée. Et en fait, avec Computer Ranch, on a trouvé une super solution. On s'est carrément tiré une fibre entre nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite. Chez nous, c'est chez eux, c'est chez nous, c'est le bonheur total. On a juste à appeler, c'est eux qui ont mal au dos, ça c'est super cool pour moi. Et surtout, c'est notre déploiement, c'est-à-dire que c'est comme si les machines étaient chez moi, il n'y a vraiment plus aucune limite, et c'est quasiment le bonheur. Voilà. Donc c'est encore en phase de test, on est encore en déploiement, mais à terme, ça va être vraiment très agréable, et ça va pouvoir permettre de lisser tous les pics de production de la manière la plus intelligente, et aussi de pouvoir adapter nos besoins aux graphistes, et puis dire à Benoît, écoute, désolé, ta scène elle est magnifique, mais là, niveau RAM, ça passe pas. Voilà, donc c'est vraiment très sympathique, et on retrouve en plus un interlocuteur humain, c'est-à-dire que c'est nous, on est planté sur quelque chose où on a du mal à comprendre, où on n'est pas tout seul. Et ça, c'est assez génial. Ok, merci. Tu vas avoir du mal à continuer, mais donc apparemment tu n'optimises plus assez tes scènes. Est-ce que quand on a autant de puissance, justement, on ne devient pas un peu feignant au niveau de l'optimisation, et on ne doit pas recadrer un peu les graphistes qui travaillent avec toi? Faut recadrer, ouais. Non, évidemment, avec aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. Et donc j'ai vu évoluer les moteurs de rendu. La plupart des moteurs de rendu maintenant sont beaucoup plus tolérants, parce que avant en fait ça passait pas du tout, et du coup c'était très chronophage, et en fait on apprenait plus à apprendre à rendre une image qu'à faire de l'image. Donc ça, ce que je trouve qui est quand même assez chouette avec la plupart des moteurs de rendu, c'est que le moteur de rendu a facilité le travail pour les graphistes. Et évidemment, il y a encore une différence, quoi. Je veux dire, avec un vieux graphiste un peu malin et les autres, mais quand même. Voilà, mais après, moi, ce que je vois vraiment comme avantage, clairement, avec la fibre qui est tirée entre Ranch chez nous, c'est que en fait, une render farm fait plus que juste calculer des images, et fait d'autres services qui sont vraiment importants dans notre studio, qui sont pour nous, qui sont, je répète, la génération des QuickTime. En fait, on a un scene builder aussi. En fait, avec Shotgun, on décrit les assets qui vont être dans une scène. On fait create, ça va chercher les refs, hop, ça monte la scène elle est montée, et le graphiste, il n'a pas besoin de faire ça. Et c'est la farm qui l'a fait, il l'a publié, il a indiqué à Shotgun que c'était dispo, etc. On a la linéarisation des images, parce qu'on travaille en linéaire. On fait toute une somme de choses qui sont en cascade et en dépendance dans la farm, et du coup, c'est plus que juste du calcul d'image. D'accord. Okay. Les vieux graphistes sont bavards aussi. Nicolas, toi, comment tu vois l'évolution du métier, ou quand on a préparé
cette présentation, tu m'as parlé d'une mutualisation des moyens. Ouais, je pense que pour nous, en tout cas, c'est très important de réfléchir à cette histoire de mutualisation. On ne peut pas aujourd'hui décemment se dire qu'on peut tout avoir tout le temps, toute la puissance qui est nécessaire, à la fois pour le calcul. On parlait aussi des licences. Il y a une réflexion autour de la mutualisation des licences qui aujourd'hui pourrait être réfléchie à la minute ou à l'utilisation ou à la quantité, comme on réfléchit aujourd'hui sur la render farm qui était, comme ce qui était dit précédemment, la première idée de mutualisation, c'est vrai que la render farm c'est ce qui vient en tête, mais la mutualisation des licences, la réflexion autour de est-ce que je peux pas virtualiser le maximum de choses et du coup avoir physiquement au studio le strict minimum, c'est-à-dire les gens, un clavier, un écran, mais finalement ne plus dépendre de toutes ces limites informatiques, avec de l'informatique qui évolue extrêmement rapidement, avec des licences qui évoluent extrêmement rapidement, des plugins qui vont dans les licences, qui eux-mêmes vont dans les moteurs de rendu et qui se parlent pas entre eux et qu'on n'a pas la bonne version. Enfin, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, tout ça, c'est des choses qui demandent une veille informatique, une connaissance. Et aujourd'hui, on a une vraie réflexion, nous, au studio, pour garder notre flexibilité, qui est vraiment notre meilleur atout aujourd'hui, de virtualiser, de mutualiser le maximum de choses en stockage, en sécurité, enfin tout ce qui va avec. Et pour autant réussir à bien comprendre comment est-ce qu'on le maîtrise, combien ça nous coûte, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quelles sont aussi les limites de ces solutions, parce que toutes ces solutions ont aussi des limites, mais plus on va les intégrer dans notre process, plus on va les maîtriser au fil du temps. Mais c'est quelque chose qui est encore relativement récent chez nous, c'est des réflexions qui ont à peine 2 ou 3 ans et qui, à mon avis, vont mûrir avec aussi l'arrivée des technologies, des services au fil du temps, et on se forme là-dessus en permanence. Ok Nicolas, merci. Je crois qu'on arrive à la fin du temps de cette présentation. Non ? Tu veux dire un truc ? Oui. Non, par exemple, avec la fibre noire, si tu vas me dire que je radote, une autre des possibilités, c'est que, par exemple, aujourd'hui, justement, la farm, Marc il l'expliquait tout à l'heure, on n'a pas de farm GPU à notre disposition, et pourtant, il y a des moteurs GPU qui sont une partie du futur, ou en tout cas c'est un questionnement, on ne sait pas si on peut pas savoir, et peut-être pour certains types de projets, eh bien, là, du coup, on pourrait très bien envisager de tester sur des machines qu'on n'aurait pas achetées. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre chose intéressante, c'est le stockage. On pourrait très bien, en fait, sur certains films et pour certains clients, le client demande d'avoir un deuxième endroit où les données sont répliquées en cas de feu ou de perte ou n'importe quoi. Et avec la fibre noire, on pourrait très bien envisager dupliquer une partie des données importantes et vitales du projet sans avoir l'investissement d'avoir un local voilà, ouais, non, ça c'est intéressant. C'est bon, très bien. Oh non. Non, dernier mot, je conclue. Moi, c'est surtout l'aspect humain. C'est-à-dire que Google, je ne peux pas prendre ma moto, aller sur place, changer mon disque dur parce qu'il y en a un qui ne me plaît pas, ou que j'ai un doute, ou que je veux déployer une vite. Là, je peux le faire. Et surtout, on a une équipe qui est réactive à notre écoute, et ça, c'est bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Tout à l'heure, Victor de Digital District a parlé du projet, de ce que faisait The Foundry, du studio virtuel. Alors, si ça vous intéresse, ce sujet, il y a une autre société qui fait ça aussi, qui s'appelle Simple Animation, où vous pouvez monter un studio virtuel, vous choisissez les logiciels dont vous avez besoin, c'est facturé à la minute. Et si vous êtes superviseur du studio, vous créez des graphistes, vous leur donnez du Nuke, du Photoshop. Ça tourne en ligne, c'est nouveau, donc c'est encore en bêta, mais bon, peut-être ce sera comme ça qu'on travaillera dans le futur, je ne sais pas. Voilà, on a essayé d'être complet, de couvrir un peu tous les moyens qui sont à votre disposition aujourd'hui pour rendre des images. Est-ce qu'il y aurait des questions ?
Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Malheureusement, il n'y aura pas de questions. Range Computing sera au FMX à Stuttgart, s'il y en a qui vont à Stuttgart, et au MIFA à Annecy. Donc vous pourrez les rencontrer sur ces événements. Sinon, ils sont sur Paris, donc vous pouvez aussi les rencontrer à Paris. Merci pour votre attention. Thank you.